La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la fin de vie. Le Conseil d'État a rendu son avis. Il se prononce pour la fin des soins pour Vincent Lambert. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Sauvé. Il est le vice-président du Conseil d'État. Il s'explique sur cette décision. Le patient est atteint de lésions cérébrales très sévères et irréversibles. Il se trouve désormais dans un état végétatif avec un mauvais pronostic clinique. L'ensemble des informations recueillies sur l'histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d'État à estimer que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. Bruno Laurie, vous disiez tout à l'heure que quand même le sens d'une vie, ça a aussi son importance dans ce débat. Hein. Absolument, ça constitue l'un des critères d'application de la loi Leonetti et on ne peut pas, au nom d'une réflexion qui consisterait à dire que personne n'est habilité à juger la qualité de la vie d'autrui, on ne peut pas adopter un tel raisonnement. Sans ça, on ne prend aucune décision concernant l'application de la loi Leonetti. Il y a bien un moment où il faut trancher, où la réunion de l'ensemble des critères prévus par la loi Leonetti permettent de trancher dans un sens ou dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est fondamental dans l'arrêt du Conseil d'État qui a, en toute fin de sa décision, précisé que la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était justifiée car, à l'époque, Vincent était en état possi-relationnel. Mais que l'aggravation... Ça veut dire quoi en état possi-relationnel? Alors, l'état possi-relationnel, en deux mots, c'est un état de conscience minimale qui permet Donc ça veut dire que son état s'est dégradé? Bien évidemment. Ce que dit le Conseil d'État... Oui, mais alors Emmanuel Hirsch dit parce qu'il n'était pas bien suivi, parce que... C'est ce qu'il dit. C'est des éléments à prendre en compte. Vous dites qu'il n'a pas été très bien suivi, c'est-à-dire qu'il est en soins palliatifs. Vous avez des structures, mais laissez-moi terminer, vous avez des structures qui existent, qui sont dédiées à ces personnes. Moi, j'y vais dans ces structures. Il y en a partout maintenant, des structures. Il y a quand même 1500 à 1700 personnes qui accueillent ce genre de situation. Donc, il y a un accompagnement. Enfermer une personne dans une chambre d'hôpital sans qu'il y ait de kinésithérapie, sans qu'il y ait véritablement de lien social, sans qu'il y ait de tentative de lui apporter un véritable soin, interroge, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, on peut en déduire un certain nombre de choses. Si vous êtes enfermé pendant 2 ans dans une chambre et sans véritablement un environnement favorable, je dis ça pose des questions, point à la ligne. On ne peut pas dire ça sans lien mais c'est la réalité. Vous en savez quelque chose. Mais c'est faux. C'est faux, ne dites pas n'importe quoi pour une fois. Là encore, la question qu'on est en train de se poser là, c'est la difficulté à statuer dans une situation individuelle et c'est le problème qu'ont toutes les personnes qui ont réfléchi à cette situation depuis des mois. Je pense que la question fondamentale n'est pas de savoir, dans le cas présent, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que si c'était simple, le problème n'aurait pas existé. La question est plutôt de savoir comment on organise, parce que c'est une question individuelle. La question qui se pose au niveau sociétal, au niveau médical, et c'est l'engagement qu'on peut avoir pour organiser des soins permettant de préserver au maximum le sens de l'existence. Qu'à un échelon individuel, à un moment, on soit amené à se poser la question que vous vous posez, bien sûr, c'est celle qui anime les spécialistes depuis 6 mois. Qu'il soit extrêmement difficile d'être consensuel dessus, c'est clair. Docteur Doshi, pour des gens qui ont envie de mourir dans la dignité, si demain on devait revoir cette loi Leonetti, est-ce que vous seriez par exemple favorable à une loi sur l'euthanasie comme on peut l'avoir en Belgique ou aux Pays-Bas? Alors aujourd'hui, on a une loi qui permet aux patients de prendre des décisions, qui permet qu'elles soient respectées et qui permet d'éviter, quand effectivement les soins sont disponibles, les souffrances, en tout cas pour la majorité des patients et notamment pour les patients communicants qui peuvent anticiper leurs décisions. Je pense que pour le moment, la vraie question, c'est de faire connaître cette loi, de la rendre applicable, de réfléchir sur son applicabilité et éventuellement de raisonner collectivement et pas dans le dogmatisme sur des situations qui sont heureusement rares, qui sont ces situations de patients végétatifs chroniques, non communicants forcément, n'ayant pas donné auparavant leur décision et dont les familles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais c'est quand même extrêmement rare ces situations. Mais docteur, vous ne répondez pas à la question. Quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer et qui dit moi, je n'ai pas envie de me voir mourir, je préfère anticiper ma mort, préparer mes proches, etc. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Et vous dites oui, voilà, enfin mourir dans l'anticipation de la fin de vie. Aujourd'hui, des patients comme cela sont obligés, en effet, d'aller en Suisse ou en Belgique. Et c'est extrêmement dommage. Aujourd'hui, ces patients-là... On ne va pas tomber dans le tourisme de la mort comme on est tombé dans le tourisme de l'IVG.
Hein. On est assez grand, je crois, et assez bien placé en France, le pays des droits de l'homme, pour consacrer notre temps et notre pensée à la mort et à la regarder un petit peu en face. Vous pensez que c'est une peur aussi, qu'on a une peur finalement de regarder la mort en face aussi, peut-être? On a peur de regarder la mort en face, ça, c'est sûr, mais aussi, je peux vous dire que c'est pas de mourir qui fait tellement peur aux Français. Souffrir. C'est de mal mourir, Oui, c'est de mal mourir. Et on meurt mal en France. Juste un point, on ne peut pas non plus dire que c'est le débat sur l'euthanasie. C'est un débat sur des situations difficiles, redoutables, qu'il faut prendre au cas par cas. Ça, c'est un premier point. D'autre part, il y a aussi d'autres possibilités qui sont aujourd'hui débattues. Le suicide médicalement assisté, par exemple. Il y a tout un ensemble de palettes qui sont à prendre en compte. C'est une bonne chose. Non, en tous les cas, le législateur, moi, le grand principe, et c'est là où je rejoins Noël Châtelet, je pense philosophiquement, c'est l'autonomie de la personne. Voilà. Moi, je pense que la personne, c'est la loi du 4 mars, la loi Kouchner, et la loi du 22 avril 2005. Reconnaître la personne dans l'autonomie. Ma suspicion, et encore une fois, quand je dis tout ça, je le dis vraiment avec un peu regret, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qui est vécu, d'éprouvant, à la fois par cette famille et peut-être aussi d'une certaine manière par un sentiment que peut avoir M. Vincent Lambert. Moi, ce qui me gêne, c'est en fin de compte qu'il n'y a pas eu d'une manière très expressive une position. Mais si j'étais à la place de M. Vincent Lambert, c'est comme ça qu'on peut se poser la question, jamais je ne voudrais de cette existence. Mais c'est pas... Non mais... C'est pas pour autant que je dis que cette existence en tant que telle est indigne d'être vécue. Et juste un point, juste quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur le terrain ces derniers jours, c'est d'aller à la rencontre des familles qui, elles, accueillent un monsieur ou une dame en état végétatif persistant ou post-relationnel. Il y a également des relations extrêmement fortes, il y a quelque chose qui se construit, et elles n'ont pas l'impression d'être avec un légume. Et il ne faudrait quand même pas que notre évolution du discours aujourd'hui fasse que demain, on n'accepte plus de soigner ces personnes, ou qu'en réanimation, c'est ce qui peut se passer demain, c'est qu'en réanimation, on ne réanimera pas des personnes dont on suspectera qu'elles risquent d'être d'état végétatif. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas des épouvantails, c'est la réalité. Regardez ce qui se passe en Belgique. Non, mais les dérives, elles ont lieu même en Belgique, dans une loi que vous voulez. Elles ont lieu aujourd'hui, à l'instant où on parle. Tout à fait. Les dérives ont lieu aujourd'hui, à l'instant où l'on parle. C'est-à-dire qu'on fait partir des gens qui n'ont pas forcément envie de partir, et on les fait partir. Vous pensez à Monsieur Bonnemaison, par exemple? Non, pas du tout. Je ne pense pas du tout à lui. Justement, on va y revenir sur le cas de Monsieur Bonnemaison. Mais il faut aussi penser aux médecins qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à des gens qui sont en fin de vie, qui vont mourir, etc. Il faut, d'une certaine manière, empêcher ceux qui font ça d'une manière totalement hypocrite et sous le manteau, mais aussi permettre aux médecins sur le terrain qui ont envie d'aider les gens à partir, de le faire dans l'harmonie, la paix, la sérénité. Sans qu'il y ait de délation, comme on l'a vu d'ailleurs dans le procès Bonnemaison. Ce sont quand même des infirmières qui ont finalement... Oui, mais avez-vous vu comme les médecins en général sont venus au secours de M. Bonnemaison, et en particulier M. Chossois, que j'ai entendu ce matin, qui a dit très justement, mais pensons à tous ces médecins de terrain qui sont confrontés à ça tous les jours et qui ne savent plus comment faire, et qui, d'ailleurs, sont, par définition, empêchés par la loi, et en même temps sont obligés d'une certaine manière de la transgresser. Vous avez l'impression que c'est la loi qui va apporter une réponse à toutes les situations. Pardon ? Vous avez l'impression que c'est la loi qui va apporter une réponse à toutes les situations. Je pense que la loi rendra les choses plus transparentes. Ce qui est dramatique, je me permets juste une observation. Non, ça ne veut pas dire... juste une observation. Je constate sur le terrain, moi, ça fait depuis 20 ans que je dirige l'espace éthique de la PHP. Donc la loi Leonetti, elle est une loi qui est arrivée, qui est récente d'une certaine manière. Elle s'implémente de plus en plus. Vous avez de moins en moins de situations difficiles en réanimation. Et je dirais donc qu'on aménage la loi, et je suis tout à fait d'accord que M. Vincent Lambert, en tous les cas à travers sa situation, pose des situations extrêmes pour lesquelles on n'a pas de vraie réponse. Mais je veux dire, je ne suis pas certain que l'euthanasie... Mais non, on n'en a pas. C'est les situations extrêmes, qui nous obligent à penser la mort. C'est malheureusement grâce à Marie, mais vous ne mourrez pas que comme état végétatif persistant. Vous oblige à penser, pas forcément à agir. C'est grâce à tous ces gens-là. Bruno Laurie, et ensuite, docteur Dossus. Il est faux, ou en tout cas exagéré, de dire que la loi Leonetti ne permet pas de régler le cas Lambert. La loi Leonetti, elle prévoit des critères qui sont extrêmement précis, qui peuvent être appliqués. Il revient simplement aux tribunaux d'adapter cette loi à des cas particuliers, comme c'est le cas pour toutes les lois, puisque les lois ne peuvent, par définition, pas tout prévoir. Donc effectivement, dans le cas de Vincent Lambert, il y avait deux questions qu'on pouvait se poser, parce que la loi Leonetti n'était pas
très explicite et méritait une adaptation, c'était est-ce que c'est applicable aux patients qui ne sont pas en fin de vie? Le Conseil d'État a considéré que oui. Et deuxièmement, est-ce que l'alimentation et l'hydratation artificielle peuvent être considérées comme des traitements? Le Conseil d'État a répondu oui. Donc sur ces deux questions, ça va faire jurisprudence. Et à partir de là, ces deux critères ayant été explicités et éclaircis, on a pu appliquer normalement la loi Leonetti. Et la question, elle est simplement de demander aux tribunaux de faire leur travail d'application de la loi. C'est pas parce qu'une loi donne lieu à un procès qu'elle est mauvaise et qu'il faut immédiatement la réformer. La loi Leonetti, elle est très bien, elle est applicable à tous les cas de patients en fin de vie. C'est pas la loi qui a donné lieu au procès. C'est Non, une mauvaise prise de décision collégiale. Très bien. Quelle mauvaise prise de décision? C'est la prise de décision collégiale au départ qui a posé un problème. C'est pas la loi. Oui, mais le problème se serait posé de la même manière ensuite. C'est pas la loi qui est pervers. La preuve, c'est que vous dites qu'elle est appliquée dans le cas de M. Mais Lambert. la loi est parfaitement claire. Docteur Non, mais Dochy, les gens qui n'en veulent pas veulent changer cette loi pour changer de paradigme et passer au suicide assisté ou à l'euthanasie. Oui, c'est mon cas. Ben, c'est pas le mien. Enfin, c'est pas le mien. Non, mais moi, je raisonne en tant que juriste, si vous voulez. Moi, je considère que on a le droit de ne pas être. Non, mais j'ai pas d'avis sur cette question. Mais changer cette loi pour la rendre plus claire et plus adaptable, c'est pas la peine. Elle est très bien faite. Il suffit juste que les tribunaux fassent leur boulot d'adaptation de la loi au cas particulier, ce qui est le cas pour toutes les lois. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites, parce que là, vous allez sur le terrain judiciaire quand même. Parce que ce qu'il y a à faire... Maître Laurie, oui, vous allez sur le terrain judiciaire, vous dites finalement c'est aux tribunaux de résoudre cette question. À qui appartient la vie d'un être? Non, c'est pas aux tribunaux, c'est aux médecins. La décision prise par le médecin est ensuite une décision dont la légalité va être examinée par un tribunal. Mais oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? La décision n'appartient pas plus au médecin qu'à qui que soit d'autre. Non, la décision de vivre ou de ne pas vivre appartient aux citoyens. Non, mais non. Il faut partir de là. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ça. C'est bien pour ça qu'elle est insuffisante. Je voudrais intervenir par rapport à ça parce qu'on parle effectivement de choses qui font peur, on parle de mort, on parle de perte d'autonomie, on parle de perte de capacité de décider. Vous mélangez les trois et effectivement, ce qu'il en ressort, c'est un irrépressible besoin de passage à l'acte. Et effectivement, non, je m'explique. Quand on parle effectivement de fin de vie et quand on parle d'anticipation de fin de vie, c'est sur ce mot-là que je voulais rebondir tout à l'heure, on parle d'un processus de pensée, d'un processus de projection qui est effectivement éminemment compliqué. Il y a quelque chose qu'on appelle le response shift, qui est la façon avec laquelle un patient confronté à un handicap va petit à petit modifier ses valeurs, ses attentes et ses préférences, de façon à quelquefois choisir ou préférer quelques mois ou quelques années après des choses qui lui paraissaient absolument impossibles d'accepter avant. Lorsqu'il est conscient. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que dans l'expérience quotidienne de la cancérologie, la question de l'anticipation de la fin de vie est une question majeure et que le vrai problème est de ne pas réussir à l'anticiper par des patients qui ont pourtant la possibilité de décider. La loi leur en donne le droit, ils en ont l'information, ils devraient l'avoir plus, mais ils en ont l'information. Et à ce moment-là, la question n'est pas du tout la même. La question est plutôt d'essayer de vivre le plus longtemps possible et d'essayer de s'adapter à ce qui se passe. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger un débat... C'est pas la question, puisqu'il est inconscient, Vincent Lambert. Je pense que... mais là, je ne parle pas forcément du cas de Vincent Lambert, je parle de manière plus large, parce que dans ce genre de situation, on anime effectivement la peur, et la peur qui consiste à dire « moi, je veux garder la décision ». Ce qu'on observe en accompagnant les patients, je suis psychiatre de profession, ce qu'on observe en accompagnant ces patients, c'est la lente évolution d'un processus psychique, des relations familiales, de la capacité à se représenter la situation. Effectivement, la loi Leonetti ne répond quelque part pas complètement à ça, parce que rédiger ces directives anticipées, quand on va bien, c'est un peu difficile de se projeter à comment ce sera quand on ira mal, mais c'est déjà mieux que rien. Et en tout état de cause, ne fermons pas le débat et ne le renvoyons pas simplement à une question de « faut agir, faut changer la loi ». Je crois qu'il faut soigner, il faut penser, il faut prendre le temps de réfléchir ensemble, et il faut prendre le temps de ne pas mélanger des situations individuelles avec des besoins collectifs au niveau sociétal. C'est ça qui me paraît important. Et la façon avec laquelle, sur des cas comme ça... Pour ceux qui veulent mourir, pour ceux qui sont atteints de maladies graves, qui se voient mourir comme ça à petit feu, qui n'ont plus petit à petit... Est-ce que c'est le rôle du médecin? La question, mais voilà, la question c'est est-ce que c'est le rôle du médecin? Je vais dans le sens de Noël Châtelet. Elle parlait de citoyens responsables. Et donc on a deux situations. La personne qui peut assumer son geste, et puis la personne qui ne le peut pas. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est au médecin, d'une certaine manière, à un moment donné, d'avoir cette fonction? C'est ça la vraie question. Je pense qu'il faut libérer les médecins. Non mais voilà, donc on avance déjà. Mais moi je reconnais le droit, je ne vois pas au nom de quoi je le contesterai, d'une personne d'ailleurs qui est reconnue par la loi, qui peut refuser un traitement. La loi du 4 mars 2002. Donc on lui dit ses conséquences, mais elle assume sa responsabilité, qui n'est pas pour autant non accompagnée, puisqu'on l'accompagnera. Ça c'est un premier point.
point. La vraie question, et je trouve que c'est intéressant ce que disait Sarah Doshi, c'est est-ce qu'on arrive véritablement à assumer seul ce type de responsabilité ? Je veux dire, l'histoire des directives anticipées est très intéressante. Dans un cas, vous dites les directives anticipées sont importantes. Là, dans le cas de M. Vincent Lambert, il ne les a pas rédigées. Il aurait pu aussi, puisque c'était une personne très informée, les rédiger. Tous ces éléments montrent qu'il y a beaucoup d'ambivalence. La vraie question que je me pose, et je termine sur ce point, c'est quel type de solidarité déploie-t-on auprès des proches, qui se trouvent souvent en solitude. C'est le huis clos. C'est l'enfermement du proche avec sa personne malade ou grand blessé. Et quel type de solidarité avec nos grands malades. Et je termine sur un point pour dire, moi, ce qui m'intéresserait dans le débat actuel, si on veut qu'on soit équilibré, parlons de la minutie de la fin de vie de ces personnes, mais parlons aussi de la minutie de leur vie au quotidien. Quel type d'aide on leur apporte ? Là, ils auraient le choix, et les familles auraient le choix de décider s'ils avaient l'alternative entre des structures qui existent, et qui soient véritablement accueillis socialement, et éventuellement le choix, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin. Mais c'est tous ces éléments que j'interroge. Pluralité de choix. Tout à fait. Et c'est ce que la loi n'a pas encore compris. Donner, par exemple, je reprends mon image de l'IVG. Donner la possibilité d'avorter ne fait pas avorter. Et parler de la mort ne fait pas plus mourir. Donner la possibilité de mourir ne fera pas forcément mourir. Et je pense en particulier, ça concerne le suicide assisté, qui est ce sur quoi je me bats particulièrement. Vous êtes pour, hein, vous, on tout dit à fait. Noël Châtelet. Les quelques 10 000 très vieilles personnes qui n'ont plus envie de continuer, qui se sentent en fin de vie, qui ont décidé que leur vie pouvait s'arrêter là. Les soins, attendez, Noël Châtelet, Noël Châtelet, on va terminer avec Noël Châtelet et je vous donne la parole. C'est quelques 10 000 personnes dont quelques centaines m'ont écrit en m'appelant au secours. Quand, effectivement, j'ai écrit ce texte qui concerne la mort choisie de ma mère, qui, effectivement, à 92 ans, a décidé de mettre fin à ses jours avec l'accord de principe de ses enfants et qui a préparé les enfants qu'il souhaitait à ce départ choisi. Et moi, tout particulièrement, parce que je le souhaitais tout particulièrement. Eh bien, quand j'ai écrit ce récit d'une mort très sereine, mais qu'elle a dû faire elle-même, parce qu'elle aurait été hors la loi si quelqu'un l'avait aidée. Elle a dû elle-même préparer ses cachets, les avaler, etc., loin de ses enfants, seule, dans une solitude totale. Et c'est ce que je regrette d'ailleurs, de ne pas avoir été jusqu'au bout dans l'initiation à la mort qu'elle m'a permis de faire grâce à cette décision à laquelle, en me préparant à la mort, elle m'a préparé tout simplement à la penser un peu la mort, et à la penser y compris pour moi, d'ailleurs. Eh bien, toutes ces personnes qui m'ont écrit m'ont dit « Mais votre maman savait ce qu'elle savait, ce qu'il fallait faire. Elle était sage-femme. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se pend à la poutre du plafond, on se jette dans la rivière avec des pierres dans les poches. Madame, aidez-nous, dites-nous ce que votre mère a pris. » Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis là pour répondre à tous ces gens en disant « Non, je suis sûre que si on donnait à ces centaines de personnes qui m'ont écrit la certitude qu'ils pourraient mourir quand ils le veulent. Ils ne le feraient pas. Ouais. Quand ils le veulent, avec leurs proches autour, comme je n'ai pas pu le faire avec ma mère, entourés, aimés, jusqu'au bout, etc., eh bien, ils attendraient peut-être un peu plus longtemps. Mais parce que ça aurait c'est ce qui me fait dire que donner la possibilité de mourir ne fait pas mourir, paradoxalement, au contraire. Ma mère serait restée peut-être plus longtemps si elle n'avait pas été obligée de faire elle-même son geste. Vous comprenez ce que je veux dire ? La difficulté, Madame Bochet, je voudrais vous répondre par rapport à ça, parce qu'effectivement, je suis psychiatre. On est dans un pays où il y a un plan de prévention du suicide. On est dans un pays où quand quelqu'un qui est porteur d'espérance de vie commence à envisager de mourir, on lui expédie un psychiatre le plus rapidement possible, parce que c'est forcément pathologique. Et l'idée que quand cette personne est atteinte d'une maladie incurable, d'un seul coup, il ne faudrait plus lui expédier un psychiatre, mais simplement entendre sa position et sa décision, me paraît extrêmement dangereuse. Et par rapport à ça, il y a autour de cette médicalisation du suicide une vraie incohérence à régler pour tenir compte de toute la démarche de soins qui peut accompagner une pensée suicidaire. Je dois juste finir sur un point par rapport à ça, parce que ce que vous dites, je pense que vous dites la même chose lorsque vous racontez la difficulté à vivre la perte de sens et de lien de la mort de votre maman. La question est effectivement d'avoir un dispositif de soins, j'insiste là-dessus, qui soit capable d'entendre une demande de mort comme une demande d'aide, une demande de dignité, une demande d'accompagnement, et d'essayer.
Une fois, ce que vous dites, il y avait pas donc un il y avait dossier, pas c'est qu'il faut d'absence. envoyer un psychiatre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en qu'en fait, il faut prévenir l'absence de sens dans la décision de ma mère. Non, Elle c'est pas ça elle que j'ai avait dit. prévu C'est pas ça que j'ai dit, depuis madame. 20 ans. C'est pas ça que j'ai dit, madame. Elle est morte le sourire aux lèvres. Non, mais l'absence de attendez. sens dont je parlais, c'est celle que vous avez, Non. dont vous parliez en Oui. parlant de sa solitude. Oui. J'entends bien ce point-là. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas, dans le même pays, demander aux mêmes médecins d'empêcher à tout Mais prix bien des sûr gens que de se non. suicider et de les aider à le C'est faire. pour ça qu'il faut démédicaliser cette mort. Une fois Moi, pour je toutes. vais dans le sens de Noël Châtelet. Son livre est une grande leçon. Je le trouve remarquable. J'ai trouvé la position de votre mère extrêmement digne, courageuse. Elle est morte, j'allais dire, finalement, dans un contexte pacifié d'une certaine manière. Totalement. Bon. Et moi, je pense, et je termine sur ce point, la mort n'est pas uniquement le côté dramatique Bien des sûr. affaires qu'on Vous avez exhibe d'un absolument point de vue raison. public. Il se passe aussi des morts sereines. Bien sûr. Et c'est la majeure partie de ces morts où les gens vont jusqu'au bout de l'existence en démédicalisant au maximum, et c'est toute la philosophie Absolument. aussi de On la est loi tout à fait Leonetti. d'accord là-dessus. Et donc le danger pour moi de l'évolution d'un débat, que serait un débat sur l'euthanasie, c'est de ne pas médicaliser ces questions, plutôt de les socialiser. Et redonner une position à la personne jusqu'au terme de sa vie. Et on va être confronté de plus en plus aux personnes atteintes de maladies chroniques. Et on en a aujourd'hui 15 millions en France de personnes maladies chroniques, des personnes qui seront dans le temps très, très longtemps à vivre. La vraie question, c'est est-ce que c'est une vie ou une survie? C'est les questions que les gens se posent aujourd'hui. C'est Donc pour on a ça un vrai que défi à le terme de penser. suicide ne me convient pas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et d'avoir eu ces échanges. Vous restez avec moi. Je vais rejoindre Karim Yayaoui et on va reparler, Karim, parce que c'est affaire, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de cette affaire Vincent Lambert et de cette décision donc, du Conseil d'État. Alors, énormément de journalistes étaient présents aujourd'hui pour accompagner cette décision. Le site de l'Express titre sur Vincent a été entendu. Alors ça, c'est un point de vue d'une partie de la famille. En tout cas, d'après l'Express, ça met fin à un feuilleton judiciaire qui était douloureux pour la famille, mais aussi pour les soignants, des soignants qui ont exprimé leur lassitude, parfois leur fatigue. Du côté... C'est pas vraiment la fin du feuilleton judiciaire, là. Alors, ça continue quand même avec la côté, Cour européenne des droits de l'homme. on va en parler un petit peu plus tard. En tout cas, il y a aussi la réaction d'Éric Carriger qui a été largement partagée. Il signe un papier sur le site du Nouvel Observateur. Lui, c'est le chef du service de soins palliatifs du CHU de Reims, donc directement concerné. Il y a des combats qu'il faut savoir arrêter, dit-il. Laissons-le partir, en parlant de Vincent Lambert. Alors, ce point de vue était largement relayé sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un autre article avec un point de vue à l'opposé de celui-ci, sur le site du Figaro, qui était partagé également sur Twitter. Fabrice Adjadj est écrivain, mais aussi philosophe. Pour lui, on assiste aujourd'hui au développement du meurtre par compassion. Il écrit dans cet article qu'on ne cherche plus à tuer la douleur, mais à tuer l'individu. Le débat était aussi sur les réseaux sociaux. Cet article a été relayé, lu, partagé. Certains s'en prennent directement au Conseil d'État avec ce tweet de Ghislain qui dit « Le Conseil d'État rétablit officiellement la peine de mort ». Autre réaction à l'opposé de celle-ci, celle de Valentin qui salue une très bonne décision. Pour lui, c'est un moyen de faire avancer le débat. En tout cas, elle pose aussi des questions en ce qui concerne la suite des événements. L'abbé Grosjean, qui est un twitto assez actif, qui lui est clairement contre l'euthanasie, évoque cette alimentation-hydratation. Est-ce que c'est s'acharner ou prendre soin? C'est une question qui était posée sur Twitter. Et puis, de l'autre côté, on a Jean-Luc Romero, le président de l'association pour mourir dans la dignité, qui dit que Vincent Lambert pourrait être enfin libéré de son calvaire, mais il pointe du doigt, encore une fois, les limites, selon lui, de la loi Leonetti qui oblige à le laisser mourir de dénutrition et de déshydratation. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Mais non, parce que ça va faire l'objet de soins d'accompagnement, précisément. de cette sédation Absolument, oui. Et, Combien de temps? Il y avait déjà eu en 2013, cette procédure avait été lancée en 2013, il était resté en vie 31 jours. Absolument, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une C'était question... avec Vincent Humbert Absolument. Exactement, Vincent Vincent Lambert. Humbert. Non, là, c'est Vincent lui, le même. Lambert. Le même, Vincent Lambert, c'était le même. Vincent Lambert. Il y avait eu... Il y avait le cas Vincent Humbert aussi. Oui. Il y a eu une première décision qui a été suspendue pour un vice de forme, et il y a une seconde décision qui a ensuite été mise en œuvre. Et comme il Mais il est est resté 31 jours en vie, oui. Et justement, Alors, c'est pour ça que ça alors, suscite de combien telles de questions. temps Par certains. Combien 31 de temps jours Oui, ça Combien avait de temps été- va-t-on le maintenir? Non, mais ça avait été interprété par certains, n'oubliez pas, comme l'acharnement à vivre.
qu'il avait témoigné. Exactement. Comme les prématurés, vous savez, ceux qui résistent le plus longtemps. Donc vous voyez toutes les ambivalences dans ce dossier sur lesquelles on pourrait Et revenir. les subjectivités. Alors qu'il était mal soigné. Et d'ailleurs, c'est pour Voilà, ça que ça pose encore après, une fois question. En c'est tout après. cas, il y a eu la Après. réaction du père de Enfermer cette une loi, personne, Jean c'est pas Leonetti, médiatique et des qui lui a expliqué que sa loi, en quelque sorte, est confortée avec cette décision. Merci beaucoup Karim, merci à tous les quatre encore d'être venus sur ce plateau. Hein. C'est toujours des débats difficiles, lourds. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez, un peu plus léger, je vous donne les résultats de foot. Les 2 matchs du groupe D dont je vous ai parlé durant les 2 heures d'info. Costa Rica, Angleterre, ça s'est terminé par un nul 0-0. En revanche, et c'est un peu la surprise, l'Uruguay, Karim, a battu l'Italie. À 11 contre 10. À 11 contre 10. Vous êtes bien plus au courant de moi. Et un but de qui, allez? Alors, j'ai oublié son nom. Ah bah, je vais vous le C'était dire. pas Suarez, en tout cas. Allez, je peux en faire la maline. Diego Godinet. Et c'était à la... Godin, on me dit, oh là 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 là. Godin. Non, là, ce soir, c'était pas formidable. Diego Godin, 81e minute. Uruguay, donc, qui a battu l'Italie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Karine. Très belle soirée. On se retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal.